Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment générer une grosse plus-value avec l'immobilier. Parce que oui, comme vous le savez déjà, quand on achète un bien immobilier, un appartement ou une maison, on gagne de l'argent en le louant. Mais il ne faut jamais oublier que c'est également au moment de la revente où on va pouvoir encaisser une plus-value par rapport à notre prix d'achat qui peut dépasser les 6 chiffres. Alors comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les méthodes qui vont permettre d'augmenter la valeur de votre bien et donc de générer de la plus-value? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors c'est un petit peu la question centrale, le fil conducteur on va dire de ce petit topo, c'est comment est-ce qu'on fait pour vendre plus cher un bien immobilier qu'on ne l'a acheté. 3 pistes de réponse pour vous. Piste numéro 1, on attend. On le sait, le marché de l'immobilier est un marché qui évolue sur une tendance de fond à la hausse. Et si vous regardez ce graphique, on peut à peu près dire que le marché immobilier français évolue d'environ 2% par an sur le long terme, avec voilà comme tous les marchés, des périodes de haut et des périodes de baisse. Donc première piste de réponse pour vendre un bien plus cher qu'on ne l'a acheté, c'est de tout simplement laisser le temps au temps, d'attendre qu'il prenne de la valeur, tout comme l'ensemble du marché immobilier français. Deuxième piste de réponse, acheter pas cher. Vous avez sûrement déjà entendu l'adage dans l'immobilier qu'une bonne affaire se fait toujours à l'achat et non à la revente. Eh bien c'est tout simplement lié au fait que si à l'achat vous achetez votre bien immobilier à un prix inférieur à celui de sa vraie valeur, et en tout cas à un prix inférieur au celui du marché et que vous le revendez au prix du marché, mécaniquement vous allez générer un delta entre ces deux prix, la valeur d'achat, la valeur de revente, et c'est ce qui va constituer votre plus-value. Par effet un petit peu mécanique, le moins vous allez acheter cher, le plus vous pourrez générer de plus-value, ne serait-ce qu'en revendant votre bien non pas plus que sa vraie valeur, mais juste au prix du marché par cet effet de soustraction. Troisième piste de réponse, modifier quelque peu son actif. Et c'est bien cette troisième piste qu'on va creuser en profondeur dans cette vidéo afin de voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer, le bonifier, le modifier afin que sa valeur se voit augmenter de manière réelle. Tout ça encore une fois dans cet objectif de pouvoir le revendre plus cher que le prix qu'il vous aura coûté une fois tout mis à bout. Ce troisième axe, c'est vraiment la spécialité d'une profession qu'on appelle les marchands de biens et qui vont principalement utiliser 6 procédés différents afin de bonifier leur actif dans l'objectif de réaliser une opération d'achat-revente. Procédé numéro 1, diviser en plusieurs lots. La même surface sous forme d'un appartement en 3 pièces vaudra toujours plus cher si elle est divisée en 2 appartements 2 pièces. Plus on a de lots, plus ça vaut cher. Alors même s'il y a certaines exceptions dans certains quartiers bien précis, à l'échelle nationale, on peut dire que dans la majorité des cas, cette loi s'applique. Encore une fois, 2 petits T2 valent plus cher au total qu'un grand T3 de la même surface. Il en découle un exemple de projet que vous pourriez réaliser dans le but de générer une grosse plus-value à la sortie du deal, c'est par exemple d'acheter un grand T3, de le diviser en 2 T2, voire même en 3 studios. Pour ça, évidemment, il y a une méthodologie, plusieurs points de vigilance. Il faut d'abord vérifier avec le service urbaniste de votre ville que vous avez le droit de le faire. Vérifier également avec le règlement de copropriété, si vous êtes en copropriété, que vous avez le droit de diviser un lot qui est déjà créé. Il vous faudra vérifier sur le plan des travaux qu'on peut bien avoir une arrivée d'eau et une évacuation pour chaque lot, puisque chaque studio doit avoir sa salle de bain. Il faudra également que chaque appartement puisse avoir un compteur d'électricité qui lui est propre et de manière générale gérer les espaces, peut-être créer un sas à l'accueil de votre appartement qui dessert les 3 studios ensuite. Bref, il y a une vraie méthodologie derrière ça et je vous conseille de faire la liste avant de vous lancer dans ce genre de projet. Procédé numéro 2, rehausser le loyer. Comme vous le savez, quand on achète un bien d'investissement, on n'a pas la même règle de calcul que quand on vend un bien immobilier à des particuliers. Les particuliers, eux, ils vont regarder le prix au mètre carré. Et donc, plus il y a de mètres carrés, plus ils vont acheter cher. Et plus ce mètre carré est bien placé, plus ils vont également acheter cher. Pour ce qui est d'un bien d'investissement, je pense à un petit immeuble de rapport de 4 ou 5 appartements par exemple, de manière logique, il va être vendu à un investisseur. Ce même investisseur qui lui va regarder la rentabilité de son placement au moment où il l'achète. Et un élément qui va conditionner la rentabilité de cet achat va bien évidemment être le loyer de celui-ci. Et donc vous me voyez venir en achetant un bien qui est loué 1 000 € par mois. Si vous arrivez à augmenter le loyer à 1 500 € par mois et que vous souhaitez le revendre à un investisseur, mécaniquement votre prix de revente a augmenté parce que votre loyer a augmenté. Alors pour rehausser le loyer d'un bien qui est déjà loué, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première, c'est de s'arranger avec le locataire pour qu'il parte, remettre un nouveau locataire à l'intérieur et louer l'appartement un petit
petit peu plus cher. Deuxièmement, de faire peut-être passer l'appartement en meublé, et certains meublés parfois peuvent prendre vachement de valeur de loyer, surtout quand il y a une tension locative sur ce type d'actif dans la zone. Enfin, troisième méthode via l'index de référence des loyers, qui est cet indice qui est révisé chaque année, à chaque trimestre, et qui grosso modo va vous permettre de réviser un loyer pendant que le bail est en cours, en fonction de cet indice qui est publié régulièrement et qui grosso modo suit la même courbe que l'inflation. Ce type de procédé, c'est par exemple ce que j'ai réalisé dans cet immeuble, un immeuble de 6 appartements qui n'a pas été vendu très cher puisque l'ensemble des loyers des différents studios et T2 à l'intérieur étaient plutôt en bas de marché. Pour vous donner un ordre d'idée, un T2 dans le secteur où j'ai acheté cet immeuble se loue entre 450 et 500 euros par mois quand il n'est pas meublé. Ici, la totalité des appartements étaient loués avec une moyenne plutôt aux alentours de 320-350 euros par mois. Par définition, au moment où vous visitez ce type d'actif, vous vous dites que si vous arrivez à rehausser le loyer, soit par départ du locataire, soit par indexation, toutes les méthodes qu'on vient de voir, forcément, en rajoutant 150 euros par appartement, vous en avez 6, ça fait tout de suite 850 euros par mois en plus de revenus locatifs sur le même immeuble pour le même prix d'achat. Et c'est ce que j'ai fait au cours des derniers mois où à chaque fois que le locataire est parti, nous avons rénové, rafraîchi l'appartement pour le louer au prix du marché et il est actuellement entièrement loué. Et je continue petit à petit à chaque départ d'augmenter le loyer, de le mettre tout simplement au prix du marché. Procédé numéro 3, rénover ou rafraîchir. Il faut que vous compreniez une notion qui est importante, c'est que dans l'immobilier, pour un bien immobilier X ou Y, en fait, on a plusieurs valeurs. On va avoir tout d'abord ce qu'on appelle la valeur de marché, qui est la valeur auquel l'appartement devrait être vendu si on suivait les statistiques. Cette valeur de marché, c'est combien il vaut véritablement, et non pas combien il est affiché, ni combien il va se vendre. Et vous avez ensuite, en général, à un prix inférieur à celui-ci, ce qu'on appelle la valeur perçue, qui est la valeur, si vous prenez 10 personnes dans la rue qui n'y connaissent rien, qu'ils donneraient en moyenne à ce type de bien immobilier. Alors évidemment, ce qui va nous intéresser quand on est investisseur immobilier, c'est d'aller sur des biens où la valeur de marché et la valeur perçue ont une différence significative. Puisque le prix de vente au final est bien souvent la valeur perçue et non pas la valeur de marché. Par définition, en achetant peu cher, en faisant les modifications nécessaires, vous allez revendre à la valeur de marché et donc générer encore une fois une grosse plus-value, vous m'avez compris. Et il y a des éléments qui mécaniquement, psychologiquement même je dirais, vont faire baisser la valeur perçue de votre bien, le premier d'entre eux étant les travaux. Plus il y a de travaux dans un bien immobilier, plus la valeur perçue de celui-ci va baisser et plus l'estimation de la valeur de marché va être floue, voire même complètement à côté de la plaque de la part du particulier, parfois même de l'agent immobilier qui va estimer le bien, tout simplement parce que quelqu'un qui n'a jamais rénové un appartement n'a aucune idée de combien ça coûte et a en général toujours l'impression que ça va coûter plus cher que théoriquement. Rénover un bien immobilier est donc une des manières de générer une grosse plus-value de par cet effet mécanique des prix. Et c'est par exemple la stratégie que j'ai utilisée pour ma résidence principale en transformant ça en ça. En l'espace de 6 mois de travaux et en partant d'une base, comme vous l'avez vu, qui est complètement pourrie jusqu'à faire un bel appartement de standing dans un joli quartier au sein de la ville dans laquelle j'habite. Ce genre d'opération immobilière pourra vous permettre de générer entre 20 et 30% de marge, voire même plus que ça parfois. Et même si le fait de réaliser des travaux comporte certaines complexités, bien évidemment, ça vaudra en général le coup sur le plan de la revente. Procédé numéro 4, agrandir votre bien immobilier. C'est un procédé un petit peu annexe parce que moins utilisé, un peu plus complexe, mais qui malgré tout peut avoir un pouvoir sur la génération de plus-value qui est absolument stratosphérique. Ici, quand je parle d'agrandir le bien immobilier, je parle bien sûr d'extension ou de surélévation, de le faire grandir dans la longueur ou dans la hauteur, vous m'avez compris. Alors il existe parfois certaines astuces qui sont plus utilisées sur des marchés assez tendus sur le plan de la revente, je pense au sud de la France, à la région parisienne, à Bordeaux, etc., qui vont par exemple être de transformer une grande terrasse en une véranda. La véranda, c'est du mètre carré habitable, c'est donc du mètre carré qui va rentrer sur la surface habitable de cet appartement. Et qui dit plus de surface habitable, surtout quand on est à 5 000, 6 000, 10 000 euros du mètre carré, dit mécaniquement une valeur par mètre carré qui est augmentée. Un mètre carré de véranda, ça vaut plus cher qu'un mètre carré de terrasse. Vous pouvez également décider de transformer une cave en salle de jeu ou en salle de cinéma. Vous avez compris le principe, le but étant de transformer une surface qui n'est pas utilisable, qui n'est pas valorisable,
en une surface qui est valorisable pour ce qui est de la création de surface, au-delà même de tout simplement construire une extension toute simple à votre maison. Pour ce qui est de la surélévation, c'est un petit peu différent, le procédé est beaucoup plus complexe. L'idée, admettons que vous ayez une maison en R+2, vous allez casser la toiture et la transformer en R+3 en remontant un étage, qui demande bien évidemment tout un tas de conditions techniques. Il faut que les fondations réalisées de prime abord puissent accueillir un étage supplémentaire, il va falloir des permis de construire au niveau de la mairie. Mais sachez qu'aujourd'hui, avec l'objectif de ZAN, zéro artificialisation nette, la plupart des municipalités vont avoir tendance à encourager les promoteurs à construire en hauteur et non pas en longueur, pour minimiser l'empattement des villes sur le territoire et notamment le territoire agricole. Procédé numéro 5, changer la destination du bien. Quand on achète un bien immobilier, en fait, on achète également sa destination, à savoir de l'habitation, du commerce, des locaux professionnels, des locaux de réception. Bref, à chaque fois que vous allez acheter un bien immobilier, vous allez acheter un usage. Et cet usage, il peut changer, mais il faut qu'il change de manière officielle. Pour changer la destination d'un bien immobilier, par exemple transformer un plateau commercial en habitation, il vous faudra demander l'autorisation à la mairie, dans la grande majorité des cas en passant par une déclaration préalable de travaux, et également avoir l'autorisation de la copropriété afin de tout simplement changer l'affectation des mètres carrés que vous avez achetés. Ce type de projet, pour générer une grosse plus-value, il va être intéressant quand il y a un delta entre la valeur du bien s'il est loué à des professionnels, la valeur du bien s'il est loué pour de l'habitation. En fonction des situations, passer de l'habitation au professionnel, du professionnel à l'habitation, du commercial à l'habitation, peut avoir un vrai intérêt sur le plan de la location et notamment sur le plan de la revente, et ça directement lié aux lois de l'offre et de la demande sur le marché en question, qui peut être en fin de compte assez disparate, on le voit en ce moment avec les problèmes de bureaux en région parisienne. C'est ce que j'ai réalisé en transformant ce grand plateau qui avait une destination commerciale en 4 appartements, en générant bien évidemment beaucoup de travaux, mais aussi et surtout une plus-value à 6 chiffres sur le projet total. Enfin, procédé numéro 6, louer à de meilleurs locataires. Encore une fois, quand on se place dans la configuration d'un bien d'investissement, que vous êtes donc loué à un investisseur qui lui va regarder la rentabilité plus que le prix au mètre carré, évidemment le prix du loyer est important puisqu'il rentre en ligne de mire dans notre calcul, mais la personne ou l'institution à laquelle vous allez louer ont également une influence considérable sur le prix. D'autant plus que quand il s'agit de biens commerciaux, vous avez la possibilité de signer un bail ferme, c'est-à-dire avec un engagement de ne pas partir pour 3 ans, pour 6 ans, pour 9 ans et même plus que ça. Évidemment, vous vous en doutez, pour un investisseur, s'il a comme locataire le magasin de pêche du coin, et j'ai absolument rien contre la pêche bien sûr, et qu'il s'agit d'un bail commercial classique en 3, 6, 9 ans, c'est-à-dire avec un engagement de 3 ans maximum. Forcément, ce bien-là aura moins de valeur que si le même local, le même nombre de mètres carrés au même endroit, est loué à boulanger avec un bail ferme de 6 ans. Et donc, une des méthodes qui peut être employée va être de renégocier le loyer, les conditions du bail, mais également parfois d'arriver d'une manière ou d'une autre à changer le locataire, ce qui fera changer la valeur du bien et en cas de revente, changer votre plus-value. Voilà les 6 procédés que vous pouvez utiliser pour générer une grosse plus-value dans l'immobilier. Évidemment, je vous conseille de bien potasser votre sujet avant de vous lancer dans ce genre d'opération qui, comme vous l'avez vu, peut comporter certaines composantes techniques qui sont importantes, d'où l'intérêt de se former correctement et de ne pas hésiter à poser un maximum de questions dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite plein de courage pour vos projets. C'était Tim. Ciao!